Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On s'appelle Anna et Fanny, et on vous annonce la prochaine date de notre All That Jazz Cinéma Club. Eh bien, il s'agira du dimanche 2 juin à 17h. Rendez-vous donc au cinéma L'Archipel à Paris pour voir ou revoir ensemble le film Jersey Boys de Clint Eastwood, le film de 2014, adapté de la comédie musicale de 2005. Alors, Jersey Boys, on l'avait déjà un petit peu évoqué dans notre épisode sur les Jukebox Musicals, qui date d'il y a à peu près un an. Mais bien sûr, là, dans cet épisode, on va aller plus en profondeur sur cette œuvre. Comme je l'indiquais tout à l'heure, il s'agit donc de l'adaptation d'une comédie musicale scénique créée en 2005 à Broadway. Et c'est principalement autour des chansons du groupe les Four Seasons dont on va parler, même s'il y a d'autres chansons en plus. Le livret est écrit par Marshall Brickman et Rick Ellis. Alors, le savais-tu, Fanny, Marshall Brickman, il a été notamment co-scénariste de plusieurs films de Woody Allen, Annie Hall, Manhattan ou encore Meurtre mystérieux à Manhattan. Mais non, tiens donc Anna, je ne le savais pas et je ne savais pas qu'il y avait certains films de Woody Allen qui étaient coécrits avec quelqu'un d'autre, pour tout te dire. Et ben voilà, on en apprend tous les jours, même sur nos spécialités. Et donc, avec son co-auteur Rick Ellis, ils ont ensuite écrit le livret en 2009 de la comédie musicale La Famille Adams, donc dans un genre assez différent. Donc, comme on a commencé à le dire, Jersey Boys, c'est une comédie musicale jukebox qui raconte le parcours du groupe The Four Seasons, ou parfois on dit Frankie Valli and the Four Seasons, parce que vous allez voir que c'est un peu le leader du groupe, Frankie Valli. Et donc ce groupe est composé de jeunes hommes italo-américains issus du New Jersey, d'où le titre de Jersey Boys. Et donc ça va relater la formation, le succès et la dissolution du groupe. C'est une comédie musicale qui est structurée en 4 saisons. Jeu de mots. Chacune de ces saisons étant racontée par un membre différent du groupe qui donne en fait son point de vue sur son histoire et sa musique. Alors, je serais tentée de le dire, comme je l'ai dit tout au long de cette année en cours de L1, effet Rashomon. Bon, pas tout à fait. Je ne peux pas le resservir à toutes les sauces parce que là, on va dire, chronologiquement, c'est pas un récit qui se répète du point de vue de différents personnages, c'est un récit qui avance, mais le point de vue est passé sous la forme d'un relais de personnage en personnage. Oui, c'est ça. Chaque saison raconte une période de leur vie via un des personnages. Et donc les saisons, bon, c'est assez classique, hein. Le printemps, c'est la jeunesse et les débuts du groupe. L'été, ça va être le succès. L'automne, on va dire le début des problèmes. Et puis l'hiver, la séparation, les drames personnels, etc. Alors, pour que vous soyez un petit peu au clair par rapport à tout ce qu'on va évoquer dans cet épisode, on a fait des mini-biographies des personnages qui sont bien sûr non seulement des personnages, mais aussi des personnes réelles. Donc, le leader du groupe, le chanteur, la star, c'est Frankie Valli. Un artiste connu pour sa voix aiguë et nasillarde, très étonnante, qui rend les chansons du groupe immédiatement reconnaissables. À noter, même si c'est pas mentionné dans Jersey Boys, qu'il est l'interprète de la chanson du générique de Grease. Grease is the Word, on en avait parlé. Parmi les autres personnages, on a également Tommy DeVito, qui est donc le créateur du groupe et qui est celui qui repère Frankie et sa voix, on va dire, si particulière. On a également Bob Gaudio qui rejoint le groupe un petit peu plus tard, qui les produit et compose la plupart des chansons des Four Seasons. Et dernier membre du groupe, Nick Massey, le bassiste discret à la voix basse. Figure aussi autour des membres du groupe le personnage de Bob Crew, producteur du groupe et parolier de nombreuses chansons, et le personnage de Jeep DeCarlo, un vieux mafieux influent dans le New Jersey qui pareil gravite autour du groupe de garçons. Oui, alors Jeep DeCarlo, donc comme on disait, c'est tous des personnages réels. Donc Jeep DeCarlo, lui, il a réellement existé, évidemment. J'ai vu qu'il avait des liens avec Sinatra, et lorsqu'il a été arrêté, les liens de Frank Sinatra avec la mafia ont été, à cette occasion-là, dévoilés. D'ailleurs, Sinatra est mentionné à plusieurs reprises dans Jersey Boys. Autre personnage un peu plus anecdotique, mais je trouvais ça amusant, c'est Joe Pesci. Joe Pesci, c'est l'acteur, en fait, Joe Pesci, qui est célèbre pour plusieurs films de Scorsese, comme Raging Bull, Les Affranchis, Casino, The Irishman, dernièrement. Il a beaucoup tourné avec De Niro. Il apparaît aussi dans Il était une fois en Amérique, ou encore dans la saga L'Arme Fatale. Et bah, c'est un personnage de la pièce, puisque avant, en fait, ça se déroule évidemment avant sa carrière d'acteur, il est jeune, et il est du même quartier que les Four Seasons, et il va chercher à les aider à plusieurs reprises. Il y a assez peu, on pourra en reparler un petit peu plus tard, finalement, de personnages féminins dans Jersey Boys, c'est vraiment un univers très masculin. Mais on peut mentionner Marie Delgado, qui est la première femme de Frankie, une femme à la forte personnalité.
Il y a ensuite leur fille Francine, et une journaliste avec laquelle Frankie sort dans la deuxième partie du film. Mais voilà, ça fait à peu près l'intégralité des personnages féminins de cette œuvre. Vous l'aurez compris, une comédie musicale bien masculine. Alors parlons maintenant des origines du projet Jersey Boys. Comment ça a commencé ? Eh bien, l'idée, elle vient d'un des anciens membres des Four Seasons. Il s'agit de Bob Gaudio lui-même qui, au début des années 2000, va avoir l'idée de créer une comédie musicale à partir de la discographie du groupe. Il aurait d'ailleurs déclaré avoir été inspiré notamment par le succès de Mamma Mia, le jukebox musical, sur le groupe ABBA. Il contacte donc notamment Marshall Brickman qui va lui suggérer de créer un spectacle sur l'histoire du groupe, au lieu de réutiliser simplement les chansons du groupe pour illustrer une histoire indépendante, comme le fait justement Mamma Mia. Parce que les biopics musicaux, à l'époque, c'est depuis longtemps évidemment au cinéma une longue tradition. Depuis l'époque classique, on a des biopics musicaux, notamment de compositeurs de comédies musicales. Mais sur scène, c'est une formule qui est assez peu répandue, à l'exception peut-être de Dreamgirls de 1981, même si la formule est un petit peu différente. Ouais, c'était une version fictionnelle, très romancée de l'histoire des Shirelles, où les noms étaient complètement changés, et en plus c'était des chansons originales, c'était pas les chansons du groupe. Donc on n'avait pas du tout encore à cette époque cette idée de shows qui vont être créés pour valoriser des artistes, et où les artistes souvent vont être du coup associés à la production aussi du spectacle. Donc voilà, Jersey Boys c'est un petit peu novateur de ce côté-là, mais on en avait déjà parlé à l'occasion de notre épisode sur les jukebox musical. Par la suite, ça a été vraiment une formule très très courante en fait, que de faire des jukebox en racontant aussi la vie de l'artiste. Il y en a eu vraiment plein des comédies musicales sur cette formule. Qu'on pense à Beautiful, The Carole King Musical en 2014, Cher Show en 2018, de Tina en 2018, de MG The Musical en 2021, de Get Up Stand Up The Bob Marley Musical en 2021. Voilà, pour vous citer quelques titres et pour avoir la liste quasiment exhaustive, je vous renvoie à notre épisode consacré au Jukebox Musical. Et donc Jersey Boys, comme c'est un jukebox musical, c'est une comédie musicale qui va être quasiment composée de chansons et surtout de tubes du groupe. Oui, alors au début de la pièce, on a surtout des reprises. Le groupe démarre, donc au début ils reprennent des standards de l'époque, donc de la fin des années 50, etc. Puis on entend leurs chansons à eux, donc composées par Bob Gaudio. On commence par la chanson Chérie, une chanson de 1962 qui est leur premier tube et qui illustre leur accès à la célébrité. On a ensuite la chanson Big Girls Don't Cry, également de 1962. Une chanson assez connue parce que même moi, elle me disait quelque chose. Ouais, moi, c'est aussi une de celles que je connaissais avant de voir Jersey Boys. Tout comme d'ailleurs Bye Bye Baby, leur chanson de 65 qui est assez connue. Pour les connaisseurs, on entend une reprise de cette chanson par les Bay City Rollers dans la célèbre scène de l'enterrement au début de Love Actually. C'est sûrement comme ça que beaucoup d'entre vous connaîtront cette chanson Bye Bye Baby. Mais à l'origine, c'est une chanson des Four Seasons. Et il y a également une autre chanson très connue des Four Seasons, c'est Beggin', chanson de 1967, un gros tube, connu de beaucoup, surtout en France je crois, via la reprise en 2007 par un groupe hip-hop qui s'appelait MacDon. Une chanson qui a été numéro 1 en France, ça a été également repris en 2021 par le groupe de rock italien Maneskin, donc voilà, c'est une chanson très connue, ça fait Begging, Begging You, je pense que vous voyez de quoi je parle. Il y a d'autres chansons, toutes très cool, vraiment écoutez la bande son, ou même écoutez un best-of des Four Seasons, c'est vraiment, des chansons extrêmement catchy, Walk Like a Man en 63, Ragdoll en 64, Walking My Way Back to You 66, Come On Marianne 67, tout ça, c'était des énormes tubes dans les années 60. On peut également citer la chanson Can't Take My Eyes Off You, une chanson de 1967, un des plus grands succès de Frankie Valli. Une chanson qui va atteindre la 2e place sur le Billboard Hot 100 et gagner un disque d'or. Et c'est une chanson qui est célèbrement reprise par Gloria Gaynor. Et moi, j'avoue que je pensais qu'il s'agissait d'une chanson de Gloria Gaynor, tout simplement. On a également des chansons plus tardives comme December 1963, Oh What a Night, une chanson ultra catchy de 73, ou encore une ballade de 74, My Eyes Adored You. Oui, et enfin, il y a Who Loves You, une chanson de 75. Je suis absolument fan de cette chanson que j'écoute régulièrement.
qui est un style qui va se rapprocher du disco. Au milieu des années 70, on commence à voir arriver le disco. Et donc aussi, la comédie musicale nous permet de voir l'évolution musicale j'allais dire des Jersey Boys, non, des Four Seasons, sur on va dire la grosse décennie sur laquelle ils ont été ensemble. Et Who Loves You, ça va être la dernière chanson entendue dans le show. Quelques mots des différentes productions de cette comédie musicale. Donc, elle a été d'abord jouée à Broadway de 2005 à 2017, puis dans le West End de 2008 à 2017. Donc, comédie musicale à la grande longévité dans ses premières créations. Elle a aussi voyagé à Las Vegas, à Chicago, à Toronto, en Australie, à Singapour, en Afrique du Sud, aux Pays-Bas, en Japon, à Dubaï, en Chine. Bref, un petit peu partout, et elle se produit également en tournée en Amérique du Nord et au Royaume-Uni et en Irlande. Et Jersey Boys s'est même rejoué tout récemment à Londres, apparemment de 2021 jusqu'en janvier 2024. La comédie musicale a remporté 4 Tony Awards en 2006, dont celui de la meilleure comédie musicale et du meilleur acteur pour John Lloyd Young, qui joue le personnage de Frankie, ainsi que le Olivier Award de la meilleure nouvelle comédie musicale en 2009. Et donc, nous, cette comédie musicale, on a pu la voir sur scène à Londres, donc on va vous dire un peu ce qu'on en avait pensé. Oui, petite précision, donc on a vu le spectacle à Londres en novembre 2015, et très précisément le soir du 13 novembre 2015. Et j'avoue que ce contexte influence beaucoup mon souvenir du spectacle et que j'ai du mal à y repenser sans me dire avant tout que c'était le soir des attentats du Bataclan. Oui, on était en voyage avec des amis qui, ce soir-là, elles étaient allées voir Wicked ou Mathilda, je sais plus. Enfin, un truc qu'on avait déjà vu, et nous, on va aller voir de nouvelles choses. Donc, on s'était séparés du groupe pour aller voir plutôt Jersey Boys, et effectivement, on a appris la nouvelle des attentats en sortant. Bon, malgré tout, est-ce que tu as quelques souvenirs de ce spectacle, et est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ce spectacle qu'on a vu ensemble? Alors moi, je me souviens particulièrement de l'intro totalement improbable, puisqu'on y entend, tenez-vous bien, la chanson Ces soirées-là de Yannick. Car donc c'est un morceau rap pour les plus jeunes d'entre vous qui ne connaissent pas cette chanson. Ça a été un énorme tube en 2000. Perso, j'ai beaucoup dansé dessus à l'adolescence. Donc c'est une chanson qui est adaptée de la chanson Cette année-là de Claude François, mais qui est elle-même une adaptation de la chanson qu'on a mentionnée tout à l'heure, December 1963, Oh What a Night, des Four Seasons, une chanson des années 70. Et même finalement, ces soirées-là est presque plus proche de Oh What a Night que de cette année-là, parce que ces soirées-là, comme son nom l'indique, ça parle d'une soirée, et comme dans Oh What a Night, il y a une rencontre amoureuse, etc. Bref, tout ça pour dire que la pièce commence par ces soirées-là. Car c'est en fait l'idée de montrer que les Four Seasons ont eu beaucoup d'influence jusqu'à être repris par un rappeur français en 2000. Et ensuite, on a du coup un flashback sur comment tout a commencé. Mais c'est vrai qu'en tant que française, ça fait un peu bizarre, car déjà, le comédien qui chantait ces soirées-là était clairement pas français, et ça s'entendait, et en plus, ces soirées-là, c'est un peu has-been maintenant, et ça l'était déjà en 2015 quand on a vu la pièce. Que tous ceux qui sont dans la vibe, lève le doigt. Que toutes celles qui sont dans la vibe, lève le doigt. Que ceux qui sont assis se lèvent, suivez le pas. Allez maintenant on y va. Ces soirées-là, avant même qu'elles aient commencé, on est déjà dans l'ambiance. À peine entré sur la piste, on lâche nos derniers pas, avec bien plus de style que Travolta. Que toutes ceux qui sont dans la vibe, lève le doigt. Que toutes ceux qui sont dans la vibe, lève le doigt. Que ceux qui sont assis se lèvent, oui. Allez maintenant on les va. C'est soirée-là. On donne, on branche, toi-même tu sais pourquoi. Ouais. Pour qu'on finisse ensemble, toi et moi. C'est pour ça On aime tous ces soirées-là.
Bon, alors pour ma part, je dois avouer que j'ai du mal à me souvenir de numéros particuliers de cette pièce. Sinon que j'avais bien aimé et que j'avais été particulièrement surprise de constater combien le film de Clint Eastwood était fidèle à la comédie musicale, parce que j'avais vu le film d'Eastwood avant de découvrir Jersey Boys sur scène. Autre détail dont je me souviens précisément, je ne sais pas trop pourquoi, c'est lorsqu'ils choisissent le nom de leur groupe, en fait, les Four Seasons, en voyant une enseigne, puisqu'ils sont juste à côté d'un bowling, et donc c'est ce bowling qui s'appelle Four Seasons. Et donc là, un des personnages, je crois Frankie, dit « It's a sign », qui est donc un jeu de mots entre « c'est un signe », c'est-à-dire un signe du destin, et « c'est une enseigne ». Je sais pas pourquoi ça m'a marqué, mais je pense que c'est en raison du timing comique très efficace de la blague qui avait fait rire toute la salle. Et oui, c'est d'ailleurs une blague qui est reprise à l'identique dans le film. Oui, même si elle est moins jouée sur le côté comique. Comme on verra quand on parlera du film, tout ce qui est un petit peu plus stylisé, etc. est moins fort et moins mis en avant dans le film d'Eastwood. Sinon, je me souviens avoir passé un très bon moment devant Jersey Boys, avoir particulièrement aimé les chansons extrêmement entraînantes. Et je réécoute très souvent la bande-son de la pièce, la bande-son du film et aussi des albums des Four Seasons, que je connaissais mais sans plus auparavant et qui depuis sont devenus un groupe que j'apprécie vraiment beaucoup. Alors, on va donc vous parler de ce film de Clint Eastwood qu'on va donc revoir à l'occasion de notre prochain Cinéma Club. Oui, donc réalisé par Clint Eastwood. D'ailleurs, à un moment dans le film, on voit à la télé un western avec Clint Eastwood dedans. Je me suis demandé ce que c'était. Alors, évidemment, Internet a la réponse à cette question que tu te poses, Anna. Il s'agit d'un épisode de la série télé western Rawhide, une série dans laquelle Eastwood apparaît de 59 à 66. Le caméo aurait été suggéré par un des acteurs du film, Eric Bergen, et Eastwood aurait déclaré que c'était sa façon de faire un petit caméo à la Hitchcock, rien que ça. C'est rigolo. Donc Clint Eastwood, on va peut-être pas passer en vue sa grande carrière d'acteur et de réalisateur, mais voilà, c'est une personnalité extrêmement importante du cinéma américain. Simplement rappeler qu'il a déjà fait des films dans l'univers de la musique, notamment Honky Tonk Man en 82, qui se déroulait dans le monde de la country, et Bird en 88, qui était un biopic du jazzman Charlie Parker, un très très beau film. Mais toujours, même quand il évoque la musique, il va aller vers un traitement réaliste de la musique. On va voir que là, même s'il adapte une comédie musicale, il va continuer dans cette veine-là. Et en faisant des recherches sur le film Jersey Boys, j'ai appris sur le site du Ciné-Club de Caen que en 2011, Eastwood s'était penché sur un remake d'une étoile aînée avec en vedette Beyoncé, mais bon, Beyoncé se serait finalement décommandé en 2013. Oui, je pense que c'est le projet qui a mis très longtemps et qui finalement est devenu la version Lady Gaga Bradley Cooper de 2018. Comme quoi, il avait dans l'idée depuis pas mal de temps, Eastwood, de s'intéresser à une comédie musicale, même si on verra qu'il ne se réclame justement pas du genre de la comédie musicale. Mais en tout cas, apparemment, le point de départ de ce projet, c'est qu'il aurait vu la comédie musicale Jersey Boys, qu'elle lui aurait beaucoup plu, et qu'il aurait immédiatement, tout simplement, senti le potentiel pour un film de cinéma. Alors c'est un film Jersey Boys qui va s'inscrire dans une trend de biopics musicaux. Dans les années 2000, on a vu les succès par exemple de Ray sur Ray Charles, de Walk the Line sur Johnny Cash, et trend de biopics musicaux qui est toujours en cours aujourd'hui, avec par exemple, rien que cette année, on a déjà eu Bob Marley et Amy Winehouse. Donc vraiment le biopic musical est un genre qui pour l'instant ne semble pas faiblir. Clint Eastwood aurait été celui qui a insisté pour engager des acteurs qui ont déjà joué les rôles sur scène plutôt que des stars de cinéma qui seraient plus bankable, parce que il aurait déclaré qu'il avait avant tout besoin de gens qui connaissaient parfaitement les rôles, mais notamment tous ceux qui l'avaient joué plus de 1200 fois sur scène. Pour lui, c'était la meilleure façon pour un acteur de bien connaître le personnage. C'est pour cette raison que John Lloyd Young va reprendre dans le film d'Eastwood le rôle de Frankie qu'il avait créé à Broadway. Oui, du coup, il paraît... c'est un très bon acteur, je trouve très convaincant, mais il paraît un peu vieux pour le début du film. Il est supposé avoir 16 ans alors qu'il en avait 38 au moment du tournage. Oui, j'ai envie de te dire, classic case of Ben Platt, hein. On a déjà vu ça plusieurs fois. Dans le rôle de Bob Gaudio, on retrouve Eric Bergen qui avait joué le rôle dans la première tournée américaine de Jersey Boys en 2006. Nick Massey, le bassiste, est joué par Michael Lomenda, qui avait joué lui le rôle à Toronto.
Et enfin, le seul des 4 qui n'a pas joué son rôle sur scène, c'est Vincent Piazza, qui incarne Tommy DeVito. Vincent Piazza, c'est un acteur surtout télévision, qu'on voit notamment dans la série Boardwalk Empire, qui se déroule dans l'univers de la mafia, justement. On retrouve dans le rôle de Jeep de Carlo le célèbre acteur Christopher Walken, qui était d'ailleurs dans le précédent film du Cinéma Club Hairspray, mais là dans un tout autre registre. Oui, là, dans Jersey Boys, il est un petit peu plus dans sa persona habituelle, puisqu'il joue le fameux mafieux. Il y a également, j'ai remarqué ça en voyant le film, un tout petit rôle de Steve Monroe. Ça vous dit sûrement rien, mais c'est l'acteur qui joue le mari de Paula dans Crazy Ex-Girlfriend. Et là, il joue le rôle d'un DJ qui passe à la radio le premier titre du groupe. Alors maintenant, quelques mots sur la manière dont s'est fait le passage de la scène à l'écran, la question de l'adaptation. Le scénario a été écrit par les librettistes de la pièce, ce qui assure entre guillemets une certaine fidélité. Oui, c'est une adaptation très fidèle au spectacle. Là, ça confirme la première impression que j'avais eue en découvrant Jersey Boys après avoir vu le film. Eric Bergen, qui joue le rôle de Bob Gaudio, a même a même confirmé en fait en déclarant qu'il avait quasiment les mêmes dialogues que dans la version scénique. On a même également à peu près les mêmes chansons, en dépit de quelques suppressions, comme souvent quand on passe de la scène à un film de cinéma. Oui, il y a quelques chansons en moins, notamment Ces soirées-là. Ça aurait été tellement drôle. Clint Eastwood qui met en scène Ces soirées-là. Ça n'a pas eu lieu. Et par exemple la chanson Big Man in Town ou encore Let's Hang On qui disparaissent, mais c'est vrai que la plupart des chansons apparaissent, même si on va un peu en reparler, hein. Ça peut être très court ou ça peut être simplement en fond sonore par exemple. Par contre, il y a quelque chose qui est gardé par le film, alors que ça aurait pu, dans l'idée d'un traitement plus réaliste de la comédie musicale, ça aurait pu disparaître. C'est le côté les membres du groupe qui vont s'adresser au public, donc là en l'occurrence à la caméra, pour expliquer le contexte de l'histoire du groupe. C'est vraiment ça, dès la toute première scène, avec ce qu'on expliquait tout à l'heure, chaque personnage qui, les uns après les autres, vont commenter un peu l'histoire, et ça jusqu'à la toute dernière scène, on a ces regards caméra. Par contre, contrairement à la pièce, les chansons ne sont quasiment jamais traitées comme des vrais numéros musicaux. Parfois, on peut entendre ou voir seulement un petit bout, par exemple lors d'un concert. Oui, souvent on va avoir des chansons qui commencent diégétiquement, puis qui deviennent la musique de fausse des scènes suivantes. Selon Eric Bergen, Clint Eastwood a quasiment filmé les numéros musicaux comme un documentaire, et comme s'il prétendait qu'ils étaient un véritable groupe de rock et qu'il les filmait. Donc c'est cet aspect réaliste aussi, bien évidemment, du traitement de l'histoire qu'il a privilégié. Qui fonctionne très bien, hein, en tant que tel. Je trouve que dans le film, les scènes musicales sont excellentes, c'est juste que c'est pas vraiment ou rarement des scènes de comédie musicale, quoi. On va dire que la chanson qui est vraiment valorisée par la narration, qui est hypée en fait, parce qu'on nous l'annonce pendant de longues minutes, et en plus après on l'entend en entier, ce qui est pas le cas de toutes les chansons, loin de là, c'est la très célèbre Can't Take My Eyes Off You, le très gros tube, chanté pour le coup par Frankie Valli en solo, sans le groupe. C'est vraiment un peu le clou du spectacle, hein, ça arrive vers la fin. Et on va dire que le seul moment qui est vraiment un numéro de comédie musicale, c'est le grand numéro sur le générique de fin. Sur la chanson Oh What a Night, avec les personnages qui dansent dans la rue, et puis même les acteurs qui défilent un peu les uns après les autres, comme si c'était les saluts, en fait, les saluts à la fin d'une comédie musicale au théâtre, quoi. Un peu comme si Eastwood avait dû attendre la fin et presque qu'on soit au-delà du film, hein, dans le parafilm, pour qu'il s'autorise quelque chose comme ça. Il aurait même été envisagé que le réalisateur rejoigne les acteurs lors de cette scène finale, mais bon, apparemment, il s'est finalement dégonflé en déclarant non, des fois je suis bold, je suis courageux, mais pas aussi courageux que ça. Ça aurait été drôle. Bah ouais, carrément, j'aurais bien aimé le voir chanter et danser, Clint. Oui, à 80 balais, là, ça aurait été sympa. Un truc qui m'avait marqué à la sortie du film, c'était justement que Clint Eastwood ne voulait pas que ce soit vendu comme une comédie musicale. Bon, en tout cas, pour la France, hein, je pense qu'il a bien fait, parce que le nom d'Eastwood vend beaucoup plus que le nom de l'adaptation d'une comédie musicale de Broadway. Donc, pour le marché français, c'était certain. Mais apparemment, alors même que c'est l'adaptation d'une comédie musicale à succès, il déclare en interview non, je ne pense pas que ce soit une comédie musicale. J'ai appréhendé cette histoire comme une pièce de théâtre sur ces garçons. Il se trouve qu'ils font de la musique, mais ils pourraient aussi faire du tennis. Alors ça me fait bien rigoler, hein, cette analogie avec le sport. Hein.
Ok Clint, on a compris que tu avais bien fait un film de bonhomme, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est intéressant parce que ça veut dire que Eastwood, ce qui est logique, hein, Eastwood c'est un auteur. Donc il ramène, il adapte des choses, des livres, des comédies musicales, etc., etc. Mais il ramène à ses propres thématiques, hein, ce qui est logique. Et donc évidemment là tu fais référence à la question de voilà de la virilité. C'est très présent dans Jersey Boys. Je me souviens pas si c'était présent dans la pièce. J'imagine que oui, mais peut-être pas exactement de la même manière. Voilà, cet questionnement sur la masculinité, la virilité. C'est marrant, il y a une scène où il y a une espèce de petit focus sur la chanson Walk Like a Man. Mm. Donc ça paraît parfaitement logique en fait que ça soit sur cette chanson que il y en a une petite scène où il se questionne sur les paroles, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Walk like a man as opposed to what, as opposed to a woman, as opposed to a boy. Enfin voilà, il se questionne sur ça, donc je trouve ça amusant. Évidemment, il présente un monde ultra masculin, que ce soit le monde de la mafia bien évidemment, mais aussi l'univers de la musique. Il en montre le côté toxique bien évidemment. Il y a aussi tout un questionnement sur la paternité, avec le personnage de Frankie et sa fille. Frankie, on voit à quel point il adore sa fille, mais en même temps, il rate complètement sa relation avec elle, en raison aussi de ses représentations masculines problématiques, quoi. En interview, Eastwood a aussi déclaré que ce qui l'avait intéressé dans cette histoire et dans le parcours de ces jeunes, c'est qu'en dépit du milieu dont ils sont issus, ils ne tombent pas dans la délinquance et tout ce qu'ils veulent, c'est chanter. Il rajoute même, et en plus chanter avec une voix de fausset, hein, donc il voit bien qu'il y a quelque chose de pas tout à fait en adéquation avec ces canons de la virilité. Mais voilà, c'est aussi cette thématique-là qui l'a intéressé. On retrouve, comme tu le disais, hein, beaucoup de thématiques chères à Eastwood. Hein. C'est aussi finalement une bonne combinaison entre un objet générique et un auteur qui trouve dans cet objet quelque chose pour explorer ses propres thématiques. Et c'est notamment le cas de la thématique du vieillissement, qui est, on le sait, une thématique chère à Eastwood, qu'on pense à J. Edgar ou à Gran Torino. Et bien ici, comme on est dans le cas d'un film qui va suivre les protagonistes sur l'ensemble de leur carrière, et bien logiquement, à la fin, on les voit vieux. Oui, on les voit vieillir en fait pendant tout le film. Et ça m'avait, je me souviens à l'époque, fait penser au film précédent de Eastwood, qui était donc de 2011, J. Edgar, le biopic du patron du FBI, J. Edgar Hoover, avec Leonardo DiCaprio dans le rôle principal. C'était un très bon film qui, via des allers-retours temporels, explorait notamment la vieillesse du personnage. Je me souviens qu'à l'époque, certains s'étaient moqués de la tête de DiCaprio vieillie. Enfin, et c'est vrai que ça fait des têtes bizarres. Le vieillissement au cinéma, c'est toujours une question parce que comment on fait pour vieillir? Est-ce qu'il faut maquiller? Alors maintenant, il y a aussi les effets spéciaux, etc. Scorsese a vachement utilisé ça pour vieillir les personnages. Voilà, donc là, certains avaient trouvé ça ridicule. Dans Jersey Boys, c'est pas choquant, mais c'est vrai, voilà, dans la dernière scène, ils ont vieilli, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'aime explorer Eastwood. Et j'ai aussi trouvé que dans l'esthétique et notamment dans la photo, dans l'image, on avait quelque chose de très Eastwood parce qu'avec souvent des teintes assez froides, dures, même si ici on est dans une sorte de sépia, on est dans quelque chose qui est à l'opposé du côté flamboyant qu'on peut attendre d'une comédie musicale. Oui, c'est sûr, là aussi, ça fait penser... Moi, ça m'a fait penser un peu dans l'image à L'Échange, son film de 2008 avec Angelina Jolie, qui était un film aussi d'époque, enfin, ça se passe plus tôt, hein, c'est dans les années, je sais plus, 20, je crois, L'Échange, mais je trouve que dans la facture d'image, comme tu dis, cette espèce de froideur, très proche, là aussi, Eastwood met un peu, comme il met ses obsessions thématiques, il met un peu aussi ses obsessions formelles dans cette adaptation. Ce que j'ai trouvé intéressant et original pour un film d'Eastwood, c'est que on a toute une partie, notamment le début, qui se déroule dans l'ambiance italo-américaine, teintée de mafia. Et ça, c'est une thématique qui, en fait, a très rarement été traitée, voire jamais, par Eastwood, contrairement à un cinéaste qui est contemporain de lui, comme Scorsese, par exemple. Et bien sûr, on arrive sur le genre backstage quand le groupe commence à chercher à percer, donc avec des scènes assez classiques de répétition, d'enregistrement en studio et de concerts. Oui, donc on a une scène par exemple dans le Brill Building, qui est un immeuble qui se trouve à New York, enfin sur Broadway, et qui à l'époque était, dans les années 60, là où se trouvaient tous les labels de musique populaire. Ensuite, on les voit donc être embauchés pour être backup singers, donc ils font les chœurs pour d'autres artistes, je trouve ces passages assez drôles. Et enfin, on a leur premier tube, Sherry, et j'aime beaucoup la séquence justement autour de cette chanson qui enchaîne de manière assez rapide la découverte de la chanson par le groupe, l'enregistrement, le premier passage radio et le premier passage télé.
Et oui, c'est un montage assez classique, hein, ce mode Rise to Fame, où finalement l'ellipse temporelle est censée rendre compte du caractère fulgurant de leur succès. Bon, même si là, en l'occurrence, ça vient justement à la suite d'une supposée longue période pendant laquelle le label qui les a signés ne leur fait rien enregistrer. Mais c'est l'idée que dès qu'on leur donne leur chance, eh bien le public est au rendez-vous. Et d'ailleurs, à l'issue de cette scène, on va enchaîner assez rapidement plusieurs séquences de tubes, hein, puisque comme on l'a vu tout à l'heure dans leur mini-biographie, la plupart de leurs premières chansons sont des tubes. Oui, ça, je trouve que c'est la partie la plus plaisante du film, hein, le côté quand ils découvrent l'univers de la musique, qu'il y a cet enchaînement de chansons très entraînantes, etc. On est vraiment sur pour le coup, on retombe sur le biopic classique, puisqu'on va avoir le truc classique du rise and fall. Donc d'abord, c'est la montée vers la gloire, le chemin vers le succès, puis ensuite tout se casse la gueule. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba du biopic musical. Et je trouve que, comme souvent dans les biopics, la partie folle, donc la partie où ils commencent à chuter, ça se passe mal entre eux, etc., est un peu plus ennuyeuse. Là, en l'occurrence, en plus, ça implique le retour de la mafia dans l'histoire. Vous allez voir que, pour le coup, c'est une originalité de cette histoire, d'avoir la mafia au milieu d'un biopic musical, quoi. Même si c'est pas les seuls artistes à avoir été en lien avec le crime organisé, c'est évident. Mais voilà, donc ça, c'est toute la deuxième partie plus triste, hein, ouais, on va pas trop révéler, mais il y a aussi des drames personnels, etc., pour les personnages. Et ensuite, à la fin, il y a un final, pour le coup, c'est comme dans la pièce, un épilogue qui se déroule plusieurs années après l'histoire, en 90, lorsque les Four Seasons se retrouvent pour une cérémonie qui est donnée en leur honneur. Je crois qu'ils sont, comment on appelle ça, quel est le terme? Ils sont intronisés au Rock and Roll Hall of Fame, qui est l'endroit où les grands musiciens du rock sont valorisés, leur nom est inscrit, enfin, je sais pas exactement le truc. Mais du coup, ils se rendent à cette cérémonie. Et non seulement ils chantent, et puis aussi ils font le bilan de ce qu'ils ont vécu. Et je trouve que c'est une assez belle conclusion, avant, bien sûr, le numéro musical rajouté à la toute fin, là, en mode comédie musicale. Qui est pour le coup aussi un des plus plaisants. Mais bon, ça c'est juste parce que ça fait Oui. plus comédie musicale. C'est sûr qu'à nous, ça peut que nous plaire. Et d'ailleurs, j'ai regardé des critiques, genre sur Letterboxd, sur Allociné et tout, et on sent qu'il y a des gens qui sont fans de comédie musicale et qui disent « Le meilleur moment, c'était la toute fin !» C'est le générique. Et c'est pas faux. Même si le film est très bien dans son ensemble. Et bien justement, pour en juger, on vous propose de se retrouver le dimanche 2 juin à 17h, donc au All That Jazz Cinéma Club, avant-dernier cinéma club de l'année, parce que cette année, on aura aussi une séance en juillet, on vous redira tout ça en temps voulu. Et voilà, c'est tout pour cette fois-là. Et à très très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. Salut tout le monde!